Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On va poursuivre notre série d'entretiens sur les bouleversements géopolitiques en cours dans le sillage du retour au pouvoir de Donald Trump. C'était il y a à peine 2 mois et ça paraît déjà très long. En tout cas, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour explorer donc les ressorts de cette nouvelle diplomatie américaine, les conséquences évidemment aussi pour l'état du monde en général et en particulier pour la région du Proche-Orient et Israël. Sur Donald Trump d'abord, on commence par le général si vous voulez bien. Quels sont les éléments fondamentaux qu'il faut intégrer, j'allais dire, pour bien cerner les contours de cette nouvelle stratégie américaine qui parfois désoriente, surprend, choque les observateurs? Alors, il y a de quoi être choqué, c'est sûr, quand M. Trump revendique le Groenland et quand il dit que le Canada doit être le 51e État des États-Unis ou autres propos de type irrédentiste, annexionniste. Après, beaucoup de gens sont déconcertés et ils disent comment allez-vous pouvoir négocier avec M. Poutine et le dissuader d'envahir ses voisins si vous avez ce genre de rhétorique. C'est totalement déconcertant et je peux le comprendre qu'on soit déconcerté. Par contre, si on veut comprendre la stratégie de Trump, elle ne consiste pas à prendre au sérieux les mots. La stratégie de Trump, il faut bien comprendre qu'au départ, ce n'est pas une stratégie. Ça fait bizarre ce que je dis, hein. Et c'est très bien comme ça, de son point de vue. Sa stratégie, au début, c'est de ne pas avoir d'autre stratégie que de totalement sidérer ses interlocuteurs par l'instabilité qu'il représenterait, l'imprévisibilité, voire la folie. Donc sa stratégie, ça s'appelle le test des réactions. Les Arabes et les pays comme la Turquie, qui sont pas arabes, mais qui ont une grande tradition de diplomatie extrêmement rusée et en même temps qui allie la force et la malice. La Turquie l'a très souvent fait. Monsieur Erdogan est adepte. C'est une stratégie qui existe en Orient. On n'a pas de stratégie au départ. On est dans le tâtonnement et on teste les réactions. On annonce des choses absolument inacceptables et bien entendu, on pourrait dire immorales, mais en géopolitique, il n'y a pas de bien et de mal. On n'est que dans l'efficacité et on regarde l'effet que ça produit. Suivant l'effet que ça produit, on va s'arrêter, on va orienter la stratégie différemment, mais on a créé quand même une instabilité, une incertitude, une angoisse chez l'interlocuteur qui va l'obliger à être dans une posture qui n'est pas la posture habituelle, qui va être une posture, certes, ça peut générer des réactions, mais ça va être une posture de tel inconfort que, on va être dans une disposition de négocier en se disant, ce type est fou, ça va aller très loin, on a intérêt à négocier parce que c'est un peu comme Zelensky qui a refusé la paix d'Istanbul de avril 2022, qui était très avantageuse par rapport à aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, il va perdre 20% qu'il aurait pu conserver en 2022. C'est un peu ça. Se crée, si vous voulez, Trump avec ce test des réactions. Bien sûr, si vous n'êtes pas naïf et si vous ne vous laissez pas impressionner, ça marche moins bien. Mais il compte sur le fait que ça va créer une telle incertitude que l'interlocuteur va lâcher avant même la négociation, il va déjà lâcher des pans entiers de ce qu'il aurait pu ne pas lâcher. Donc c'est une technique habile, certes assez voyou, hein, c'est un peu, ça fait penser un peu à la proposition du parrain. Je vais vous faire une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Soit vous perdez beaucoup, soit vous perdez tout. C'est assez voyou. Mais c'est sûr, il faut être le premier État du monde pour se permettre une telle stratégie. Et enfin, pour terminer sur cette stratégie, là où elle est extrêmement déstabilisante et totalement paradoxale, au même moment où il vous annonce le pire, il l'a même fait à Poutine. Au début, avant de téléphoner à Poutine avec beaucoup d'empathie, il a dit on mettra 100% de taxes et on va leur faire perdre le marché du pétrole et on va les ruiner avec un pétrole à $30, ce qui était impossible à faire. Mais il a montré une énorme dureté et en se vantant la paix par la force, ce qui a un peu irrité Poutine, mais ça l'a quand même déstabilisé, Poutine. Et ensuite, après avoir dit on va vous ruiner, c'est quand même lourd, on va vous ruiner, téléphone
On comprend vos préoccupations de sécurité. Ça fait penser aussi à la Corée du Nord, quand, dans le premier mandat de Trump. À un moment, il dit c'est un mec très sympathique, on peut être les meilleurs amis ou les pires ennemis, tout dépend comment on va négocier, etc. Donc, il crée une incertitude extrêmement déstabilisante. Mais avec Poutine, la force de sa stratégie, il a montré qu'il pourrait faire bien pire que Biden, parce que Biden n'a pas totalement détruit l'économie russe, puisqu'on n'a pas mis le gaz dans des vraies sanctions. C'était le transbordement. On n'a jamais véritablement sanctionné le gaz. Il y a eu des destructions de l'oléoduc, il y a eu des décisions allemandes et autres de ne pas prendre de gaz russe, mais il n'y a pas eu de sanctions sur le gaz réel, international. Il faut savoir que le gaz russe par bateau, le GNL, le gaz liquéfié, a été augmenté. On en importe plus. Et le pétrole n'a pas véritablement été banni. On aurait pu aller beaucoup plus loin. En fait, ce qui aurait pu le plus détruire l'économie russe n'a pas vraiment été fait. Donc, quand M. Trump a dit on va les ruiner avec le pétrole et les énergies qui n'ont pas vraiment été mises sous sanction, Poutine a quand même eu, à mon avis, vraiment peur. Et quand il lui a téléphoné ensuite, on se comprend, Zelensky est un guignol, voire un dictateur. Effectivement, l'OTAN n'aurait jamais dû s'étendre trop à l'Est, c'était inutile. En plus, nous, ça nous coûte cher. Vous voyez, le pire est possible si tu ne t'entends pas avec moi. Par contre, si tu t'entends avec moi, moi, je vais te comprendre comme personne ne t'a jamais compris, parce que je ne suis pas un moraliste et je ne suis pas un prosélyte. Et moi, contrairement aux globalistes américains, moi, je m'intéresse aux Américains et je m'en fous qu'il y ait un peu moins de soldats américains qui encerclent la Russie, parce que plutôt que de vous encercler, on aurait pu faire du business ensemble. Hmm. Alors, Voilà. c'est cette dimension, effectivement-là, qui s'ajoute à cette stratégie du choc, de la déstabilisation, pour ensuite pouvoir négocier dans des conditions favorables, on va dire. Oui. Il y a l'idée que derrière, c'est pour faire des deals, pour faire des accords, pour faire des échanges. On est frappé, par exemple, par cette demande de recevoir des terres pour l'Ukraine, hein, puisqu'on prend ce cas de l'Ukraine comme exemple, de recevoir des compensations pour l'aide accordée à l'Ukraine par la précédente administration. Disons que ça ne s'était pas vu beaucoup, en tout cas ces derniers temps, en matière de diplomatie. En fait, ce qui est nouveau avec Trump, c'est pas qu'il y ait des intérêts. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y a eu la guerre du Kosovo, soi-disant une guerre morale, pour virer un dictateur face à un génocide possible, qui n'a pas été prouvé d'ailleurs jamais, hein. Au Kosovo, il n'y a pas eu de génocide. L'ONU, le tribunal pénal international de La Haye, des années plus tard, ont montré que tout ça était faux. Eh bien, le jour où la guerre du Kosovo s'est arrêtée, le jour du dernier bombardement, il y avait déjà des négociateurs américains pour la reconstruction du Kosovo qui allait devenir séparatiste et pour la construction d'une énorme base américaine à Blonde Steel, si vous voulez. Et pour l'Irak, on a parlé de droits de l'homme, de Hitler arabe, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, les Américains ont déstabilisé l'État irakien pour en fait faire surgir un État kurde semi-indépendant où Irakiens, Israéliens, mais aussi Turcs pouvaient commencer à faire du business. Si vous voulez, ça a toujours été comme ça. Ce qui est nouveau avec Trump, c'est qu'il n'habille plus les désirs de territoire, les désirs de business, les intérêts pétroliers, gaziers, il ne les habille plus avec du violon, avec du droit de l'hommisme ou du bullshit comme les fameuses armes de destruction massive de Saddam Hussein. Avec quelque part, avec Trump, c'est cash. Il vous dit, nous, on Il va ne cherche trouver pas à un avoir moyen. une position morale a priori, quoi, surplombante. Les autres étaient aussi intéressés que lui. Vous savez que la guerre économique, où l'intérêt économique gouverne tout, c'était le fameux stratège américano-israélien Edward Luttwak, c'était sous l'ère Bill Clinton. C'est sous l'ère Bill Clinton qu'il y a eu une guerre économique américaine avec un viol de données, déloyauté contre les concurrents, y compris les amis des Américains, les Européens. C'était terrible. Regardez l'école de guerre économique à Paris avec Christian Arbulot. Ça fait depuis les années 90 que les grands experts stratèges français, et même Mitterrand en parlait avec Georges-Marc Benamou. Vous vous rappelez le fameux entretien dans le livre. Il y a une guerre économique, une guerre qui ne dit pas son nom, mais une véritable guerre est menée par les États-Unis contre les grandes entreprises et les intérêts européens. Donc, ce qui est nouveau avec Trump, c'est pas la guerre économique, c'est pas les intérêts, c'est que lui, il les dit cash. Alors, comme un voyou qui dit cash, moi je veux tant, alors que l'hypocrite, il ne va pas avouer qu'il a des intérêts, il va l'habiller avec des super doctrines, soit démocrates, soit néoconservatrices. Mais je pense que franchement, il n'est pas pire que les autres. Sauf que, vous savez, mieux vaut avoir des mauvaises idées, mais avec des belles paroles,
que les mêmes idées avec des paroles franches. L'être humain aime bien les belles chansons, les belles musiques. Alors avant d'en revenir au Proche-Orient pour voir ce que ça donne, ce Trumpisme, cette méthode pour ce qui concerne la région du Proche-Orient, quand même un tout petit mot sur l'Europe. Bon, ben, Poutine s'entend maintenant avec Trump, Trump s'entend avec Poutine. La relation transatlantique inquiète beaucoup entre l'Europe et les États-Unis, notamment par exemple le nouveau chancelier, futur chancelier allemand. Finalement, comment vous interprétez aussi cette ingérence manifeste de l'administration Trump dans la politique des pays européens, avec en particulier un soutien accordé à l'extrême droite? Alors Comment... moi, ce qui me frappe, c'est que quand on parle d'ingérence, c'est toujours dans un sens. Quand les Européens, et c'est pour ça que M. J. Vance était non pas énervé, non pas impoli, moi j'ai vu le discours en vidéo et en écrit, il n'était pas offensant, il était assez poli, le ton était tout à fait correct. Mais il faut voir ce qu'ils ont pris, excusez-moi, dans la gueule pendant des mois. Alors, il faut redonner le contexte de cette réunion. Donc, Faut c'était donner le contexte, c'est que pendant toute la campagne, la première campagne Trump, la première administration Trump et la deuxième campagne Trump et la troisième et la seconde victoire de M. Trump, l'Europe n'a eu que des mots incendiaires, extrêmement outranciers. Tous les dirigeants sociaux-démocrates européens ont fait des surenchères d'insultes et de mépris envers Trump. Ils l'ont pris eux aussi comme des leçons de morale et de l'ingérence. Et ils l'ont fait publiquement. Ils ont soutenu systématiquement, même parfois les droites européennes. À un moment, même mon parti, de OLR, à un moment, même Sarkozy voulait montrer qu'il était plus proche d'Obama que de Trump. Si vous voulez, Trump, c'était le type conspué par toute l'Europe. Donc, J.D. Vance, il a dit, vous vous permettez de faire de l'ingérence parce que c'est des belles idées social-démocrates, ben nous on fait pareil. On fait pareil, mais puisque vous, au nom de la social-démocratie, vous nous traitez de fascistes et de nazis comme l'ont fait les démocrates américains, eh bien nous on vous renvoie la balle, nous on vous traite de liberticide. Et chez vous, en Angleterre, vous avez emprisonné un type qui n'a fait que révéler un énorme réseau vous êtes au courant, le réseau des viols, hein, c'est pas 1000, hein, c'est à peu près 4000 jeunes filles sur 11 ans qui ont été kidnappées, violées en masse. Et la classe dirigeante anglaise, dont M. Stammer, l'actuel Premier ministre, qui était au parquet, n'ont rien dit. La police, la justice et la classe politique, pour ne pas vexer le lobby pakistanais anglais qui est très puissant. Parce que vous savez, derrière l'affaire de ces viols, il y avait en fait des fatwas d'imams liés au Conseil supérieur de l'islam anglais, donc une sorte de lobby intouchable, qui justifiait les viols quand la jeune fille est considérée païenne, quand elle est considérée un peu désœuvrée, sans religion, comme beaucoup d'Anglais du quart monde, vous savez, fils de mineurs et d'alcooliques un peu désœuvrés, parce que c'est des filles comme ça qu'ils ont attrapé, parfois des filles dans des orphelinats. C'est d'un glauque incroyable. Et M. Vance a dit, ben, dans votre Europe qui donne des leçons de morale, des réseaux de violeurs, de milliers de personnes sont moins condamnés que l'ancien hooligan qui a osé révéler la chose. Est-ce que c'est du nazisme que de soulever ce lièvre? Non. Alors vous, sous prétexte qu'un type a un passé d'hooligan, on le fout en prison. Mais ce qu'il a révélé, c'est le fameux Tommy Robinson hein, que Musk a défendu. Qu'est-ce qu'il a révélé? Une histoire vraie. Des milliers de jeunes filles violées pendant des années avec une omerta totale. Un peu comme en Suisse, quand Tariq Ramadan avait plein d'affaires avec des filles, il y avait une omerta, on ne voulait pas vexer le lobby des frères musulmans. Et c'est ça, c'est devenu ça l'Europe. C'est la lâcheté vis-à-vis de l'islamisme conquérant, la lâcheté vis-à-vis du Qatar, avec le Qatar Gate qui achète plein de députés. Si vous voulez, Vance a voulu montrer, vous n'êtes pas bien placés pour donner des leçons de morale, vous les Européens. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, qu'est-ce qui vous menace existentiellement? C'est la Russie ou la Chine? Qui pourtant, Vance ne cache pas que la Chine est un ennemi, donc il n'a pas dit ça pour dire que la Chine est bien. Il a dit, mais vous, Européens, qu'est-ce qui vous menace existentiellement? C'est votre haine de vous-même, le reniement de vos valeurs, à la fois chrétiennes, mais aussi démocratiques, puisque maintenant vous interdisez les élections en Roumanie sous prétexte qu'un type aurait été plus ou moins favorisé par des mots-clés sur TikTok. Alors dans ce cas, vous imaginez le nombre d'élections qu'il faudrait annuler si un candidat est favorisé par les algorithmes. Est-ce que vous savez, cher monsieur Mercier, que les algorithmes, et j'ai rencontré un des modérateurs des algorithmes de la grande société Meta, il m'a raconté comment ça marche, quand vous êtes globaliste, de gauche, quand vous êtes centriste, quand vous êtes gauchiste, quand vous êtes anti-extrême droite, quand vous êtes pour l'immigration, il y a des algorithmes qui vous favorisent d'office.
Ça marche comme ça, les modérateurs, jusqu'à ce que Trump change Twitter. Donc, s'il fallait interdire les élections de tous les candidats qui ont bénéficié de systèmes d'algorithmes qui met en avant des mots-clés ou des idées plutôt que d'autres, il faudrait interdire toutes les élections en Europe. C'est ça que Vance a dit. Si vous commencez à interdire les élections, même si vous êtes sincère, en Roumanie, parce que TikTok a été pour le candidat Georgescu, il leur a dit, mais n'empêche que si les gens ont aimé les propos qui ont été mis en avant par TikTok de M. Georgescu, c'est que ça leur a plu. Donc, vous ne pouvez pas interdire une élection parce que les mots d'un homme politique ont un peu plus plu que d'autres mots. Et si vous commencez comme ça, après, il n'y aura plus de limite. Vous allez interdire tout le monde à chaque fois qu'il y aura un prétexte. Et je pense qu'on a eu tort de pleurnicher. Et je vais conclure, excusez-moi, je suis un peu long, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est l'image du monsieur qui organise la conférence sur la sécurité en Europe. Vous êtes d'accord, cher monsieur Le Mercier, que la sécurité, c'est un domaine assez, j'allais pas dire viril, mais c'est un domaine dur. On est habitué à entendre des choses désagréables quand on s'occupe de sécurité, meurtre, guerre, je sais pas, viol, attentat terroriste, et on pleurniche comme une madeleine en se réfugiant dans les bras de la femme au premier rang, parce qu'on a entendu des propos qui étaient désagréables, qu'on ne s'attendait pas à entendre. D'ailleurs, on n'a pas parlé aussi des Chinois. Les Chinois, ils sont allés assez fort aussi. Il n'y a pas que M. Vance. Hein. Et on pleurniche comme une madeleine parce qu'on a entendu des propos non agréables. Non, mais vous imaginez comment le monde Ça montre l'état de l'Europe actuellement, de la mais comment mentalité les dans laquelle on Chinois, se les trouve. Arabes, les Turcs, le monde multipolaire, imaginez les leaders virils du monde multipolaire, ils se sont dit, mais les Européens, dans un truc sur la sécurité, ils chialent comme des madeleines parce qu'il y a un truc, et en disant, ça va être difficile maintenant. Ouais. Donc l'Europe est mal partie, si je vous comprends bien, par rapport à ce nouveau monde. Elle Euh, est même pas... Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le monde multipolaire, c'est des voyous, c'est des durs, c'est des virils, c'est des anti-wokistes. C'est Monsieur Trump, mais aussi Monsieur Erdogan, qui a été élu sur un programme carrément anti-LGBT. Erdogan avait dit, vous votez pour moi, vous sauvez la famille. Vous votez pour les kémalistes, vous votez pour le LGBTisme. Ce qui est caricatural. Mais le monde multipolaire, c'est des cow-boys politiquement incorrects, identitaires et nationalistes. Et nous, c'est l'Europe végétarienne, comme a très bien dit Monsieur Macron, bisounours, qui fait du solaire pour relancer l'économie chinoise et ruiner sa propre économie, qui fait du tout écologiste, qui s'impose des lois à soi-même que les autres ne s'imposent pas à eux, dont les frontières sont ouvertes à tous les vents, et enfin, ce qu'a dit aussi M. Vance, des tribunaux suprêmes dans toute l'Europe qui ont plus de pouvoir que les parlements souverains et donc avec une impossibilité de gérer le régalien, parce que dès que vous faites une loi pour la sécurité, pour lutter contre l'immigration, vous avez 9 juges, parfois c'est un seul, autoproclamés, parce qu'en fait, c'est même pas des vrais juges, c'est des anciens politiques nommés, qui peuvent interdire n'importe quelle loi. L'Europe est totalement coincée par son système moraliste et juridictionnel qui a littéralement confisqué la démocratie du peuple. Alors, on en vient au Proche-Orient, si vous voulez bien, maintenant, Oui. Alexandre Delval. Bon, je vais vous poser la question directement. Comment vous analysez la situation à Gaza maintenant? Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle offensive qui viserait donc à l'éradication du Hamas et sous quelle forme? Et quid du sort des otages aussi? Je pense que avec cette histoire des bébés et ces provocations obscènes qui ont choqué même certains qui n'étaient pas spécialement pro-israéliens, le Hamas a commis une nouvelle erreur. Alors, à se demander pourquoi une telle erreur volontaire a été commise, parce que c'est quand même une erreur dont les gens du Hamas eux-mêmes, même les plus bornés, peuvent comprendre que c'était une erreur. Ils ont donné un prétexte formidable pour plus qu'une rupture du cessez-le-feu, pour une opération qui va aller jusqu'au bout. Parce que là, s'il fallait donner une légitimité à Israël et à Tsahal pour terminer le travail, entre guillemets, il n'y avait pas mieux que ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc je pense qu'il y a une grande tentation maintenant dans l'opinion publique israélienne. Je vais peut-être vous choquer, hein, mais je parlais encore avec des Israéliens il y a quelques minutes. Beaucoup d'Israéliens pensent que la priorité des otages est une priorité qui est mineure dans l'opinion publique, parce que tous les Israéliens n'ont pas d'otages. Dans l'opinion publique israélienne, la priorité qui consiste d'éliminer, de finir leur travail contre l'ennemi existentiel est devenue supérieure à la priorité politico-médiatique, tout à fait compréhensible, de la récupération des otages. Et le lobby, en quelque sorte, des otages, qui est tout à fait digne, et on me pardonnera si quelqu'un a des otages et qui m'entend,
il est tout à fait digne, mais malheureusement ou heureusement, en géopolitique, on parle de ce qui est vrai et pas de nos désirs. Le lobby, qui est tout à fait sain, hein, c'est pas péjoratif, qui veut récupérer les otages avant tout, est en train d'être dépassé par, entre guillemets, un autre lobby populaire, la majorité silencieuse, qui, elle, dit maintenant il faut en finir avec tout ça, parce que finalement, avec les otages, ils nous empêchent de terminer le travail, comme en 2006, lorsqu'Israël pouvait détruire le Hezbollah, et elle n'a pas pu le faire, non pas parce qu'elle a perdu, contrairement à ce qui a été dit dans les médias occidentaux, mais parce que en 2006, les pressions politico-internationales ont empêché l'armée israélienne de finir le travail contre le Hezbollah, et maintenant, elle veut le faire contre le Hamas. Comment les Israéliens atteindront-ils cet objectif d'éradiquer le Hamas rapidement, alors que ça n'a pas pu être, ça n'a pas été possible en plus de 500 jours, 550 jours de guerre, Alexandre Delval? En fait, Israël était sur le point de terminer le travail. Il ne faut pas se laisser impressionner par les photos et les images. Aujourd'hui, le Hamas retrouve partout des petits jeunes, d'ailleurs très On déguisés. dit qu'il se renforce, quoi, actuellement, qu'il s'est renforcé dans cette phase de trêve. Est-ce que c'est exact? Oui, renforcés par rapport au fait qu'ils étaient arrivés à 15% de leurs effectifs. Peut-être qu'on est à 16-17. Ils recrutent des jeunes absolument pas expérimentés, qui n'ont pas l'habitude du combat. Et tout ça, faut pas se laisser impressionner. On voit des jeunes qui sont tous masqués, donc on peut pas voir leur âge, mais apparemment, selon les services de sécurité occidentaux, pas israéliens, ce sont des gens qu'on trouve n'importe où, et bien sûr, certains qui ont perdu de la famille, donc qui ont la haine de la vengeance vraiment au cœur, mais ce ne sont pas des troupes aguerries. Et à 80%, le Hamas a été décomposé. Contrairement au Hezbollah, il y a eu beaucoup plus de troupes qui ont été tuées du Hamas que de troupes du Hezbollah. Le Hezbollah a été sidéré dans toute sa direction. Le Hamas a été en grande partie détruit, et il reste assez peu de travail. Le problème pour les Israéliens, je ne prends même pas de jugement, hein, je ne fais pas de jugement. Le problème pour les Israéliens, c'est qu'il y a toujours la nécessité, surtout à l'époque de Biden, de ne pas perdre l'appui, la légitimité de l'appui de leurs alliés, notamment les Américains. Mais maintenant qu'il y a Trump, qui a livré d'ailleurs, Trump a livré à Israël toutes les bombes perforantes les plus efficaces qui pourraient permettre d'aller très loin, encore plus loin, c'est-à-dire eh bien, frapper l'Iran. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, Israël a tous les matériaux nécessaires pour frapper l'Iran en profondeur. Donc je pense que le Hamas va être définitivement amoindri, pour ne pas dire annihilé. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee, où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Est-ce qu'on peut penser que les dirigeants peuvent négocier aussi leur départ éventuellement? Si vous voulez, il y a peut-être, mais ah oui, peut-être, mais surtout en ce moment, il y a une fenêtre de tir. La Syrie n'est plus gênante, puisque on a des djihadistes en Syrie, ça qui est paradoxal, qui sont anti-israéliens. Le nom de Jolani veut dire l'habitant du Golan, qui vient d'être à moitié annexé par Israël. Mais comme la Syrie aujourd'hui est neutralisée et le régime ne veut pas de problème avec son voisin, il a d'autres chats à fouetter. Aujourd'hui, les conditions sont réunies. Hezbollah affaibli, les troupes chiites en Syrie affaiblies, le Hamas extrêmement affaibli, et les bombes livrées pour frapper l'Iran. C'est le moment d'en terminer avec le Hamas. Pourquoi? Parce que quand Israël va frapper l'Iran, elle devra ne pas avoir de bulldogs à ses frontières qui le harcèlent. Parce que le problème d'Israël, c'est pas que l'Iran. Tant qu'elle a des milices, des proxys qui sont tout près du territoire et qui peuvent envoyer des roquettes ou des missiles sur les populations israéliennes, c'est extrêmement vulnérable pour Israël. Donc Israël a intérêt à continuer à amoindrir le Hezbollah ou le neutraliser, il a compris pour l'instant de rester neutre, et à détruire définitivement les forces du Hamas pour pouvoir mieux frapper l'Iran. Et quand l'Iran voudra se venger, quand l'Iran sera frappé par des bombes puissantes, perforantes israéliennes contre le programme balistique et nucléaire, l'Iran voudra actionner ses proxys, Hezbollah et le Hamas. Mais justement, si ces proxys sont neutralisés ou détruits définitivement,
l'Iran ne pourra pas utiliser cette arme. Encore faut-il que Donald Trump soit d'accord, parce qu'on a compris quand même en demi-teinte qu'il voulait d'abord continuer à explorer une phase de négociation, parce que finalement, il recherche la paix, apparemment. Ça Oui, semble effectivement un objectif. ben moi, si je voulais tromper l'ennemi pour mieux le frapper, je ferais croire qu'il y a une négociation en cours. Et les Iraniens sont pas tout à fait dupes. Les Iraniens se disent, c'est peut-être un leurre, parce que justement, ils veulent nous frapper. Ils essaient de... si vous voulez frapper un pays et que c'est assez difficile d'arriver à l'objectif, ça va être très difficile pour les Israéliens de se débarrasser du programme nucléaire et balistique iranien. C'est probablement presque impossible, mais ça pourrait être retardé, amoindri. Donc déjà, ça va être très, 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 très compliqué. L'Iran sait très bien que la livraison des armes et des bombes extrêmement puissantes et qui sont en profondeur, hein, les bunkers bombes, c'est pas pour rien qu'elles ont été livrées. Donc l'Iran sait très bien que ça peut être un leurre ce qu'il se passe. Et si j'étais Trump et que je voulais laisser faire Israël pour frapper l'Iran, ce qui est un engagement du Trumpisme très important, c'est un des gros engagements de Trump depuis 10 ans, c'est d'en finir avec le régime iranien et son programme nucléaire. Moi, je ferais la même chose. Je ferais croire que je suis en train de négocier pour que l'autre abaisse la. Donc l'un n'empêche pas l'autre. La négo, peut-être qu'elle est tentée au cas où ça marche et au cas où Israël n'arrive pas à bombarder les objectifs précis en Iran, mais ça peut être aussi l'un et l'autre, on négocie et surprise, tout à coup, on frappe de manière extrêmement précise et multiforme, aussi avec la guerre des virus technologiques et des virus informatiques, la cyberguerre. Ça peut être aussi une guerre multiforme qui ne sera pas que des bombardements dans les montagnes où sont cachés certains dispositifs. Voilà pour l'Iran. Alors on revient, si vous le bien, maintenant à Gaza et à Trump. Qu'est-ce que vous pensez du plan Trump pour Gaza, Alexandre Delval? Alors, je pensais que c'était du bluff et je pensais que c'était absolument, bien sûr, irréalisable. En dehors même du jugement moral, beaucoup de gens disent que c'est honteux, etc. Mais en géopolitique, on essaie d'être froid et sans émotion. Ce plan, je pensais vraiment que c'était la négo habituelle. Apparemment, apparemment, il y a de véritables intérêts économiques très importants dans le Moyen-Orient. Comme vous connaissez, il y a un corridor qui s'appelle Inde, Arabie, Israël, Europe. C'est une route commerciale et de développement économique rivale des routes de la soie chinoises, les BRI, Belt and Road Initiative. Et il y a tellement d'intérêts européens, américains, indiens, saoudiens, émiratis et israéliens en jeu, avec en plus le gaz de Gaza, hein, Gaza Marina 1 et Gaza Marina 2, des réserves de gaz offshore. Si vous voulez, il y a tellement d'intérêt que le plan Trump a été un peu caricaturé par lui-même, mais ce qu'il veut dire par là, on va développer cet endroit du monde, le tourisme, le gaz offshore, mais aussi l'industrie solaire, construction d'usines, etc. Ça va prendre un certain nombre d'années et les Palestiniens qui voudront s'associer à la prospérité seront les bienvenus. Les autres, s'ils sont en déshérence et de toute façon, c'est pas habitable pendant quelque temps, on va suggérer à des pays arabes de les accueillir et ils reviendront quand on aura fait de Gaza quelque chose de complètement différent, un énorme projet immobilier, touristique, industriel, de reconstruction. Ça paraît fou, j'ai du mal à y croire, mais apparemment certains stratèges autorisés disent que c'est pas totalement du bluff, que vraiment, alors c'est peut-être des idées folles, parce que les Américains parfois oublient un peu le poids de l'histoire et de la géographie, les représentations, la détermination identitaire des gens, le côté irrationnel d'un Palestinien qui va peut-être préférer le djihad et la mort à la prospérité. Et ça, c'est peut-être ce qu'oublie le plan Trump qui est trop fondé sur le seul intérêt matériel. En gros, lui, il dit, si on donne du fric, du travail, de l'argent, du développement, c'était un peu la même erreur d'ailleurs que Netanyahou qui a cru qu'en faisant un plan avec Qatar et le Hamas, on allait régler le problème. Vous vous rappelez, c'était tout le but de l'accord qu'avait scellé M. Netanyahou. Hein, on fait venir des travailleurs du Hamas, de Gaza en Israël, on laisse le financement de l'administration du Hamas par le Qatar. Cette respectabilisation de l'administration du Hamas va les calmer et la prospérité va remplacer le djihadisme. C'est parfois une erreur de penser que le matériel peut éliminer l'irrationnel. C'est peut-être la limite de ce plan. Mais en tout cas, apparemment, c'est un plan qui est sérieux
et qui est en train d'être discuté, et avec toujours la proposition, vous savez, à la Al Pacino, par un 3, je vais vous faire une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Alors, pas aux Saoudiens, mais aux Jordaniens et aux Égyptiens qui sont totalement dépendants de l'aide américaine. L'Égypte, depuis des décennies, ne peut pas manger, n'a pas de blé sans les Américains. Donc, les Américains vont-ils y arriver? Ça me paraît un peu audacieux, mais apparemment, c'est un plan qui est en partie sérieux. Donc, si je vous comprends bien, pour l'Ukraine, on va arriver à un compromis favorable aux Russes, sans doute en grande partie territorialement, mais malgré tout qui sera accepté par les Européens, par la force des choses et Oui, par Kiev. Et, oui. finalement, sur le Proche-Orient, on peut arriver à cette fin de la menace globale djihadiste, on va dire, autour d'Israël, et la reprise des accords d'Abraham, du développement économique. Alors, oui. Vous décrivez évidemment un moment incroyable, un tournant incroyable dans les relations internationales. Alors, Tout ça le est pire vrai. est possible aussi, parce que, vous savez, c'est ce qu'on apprend dans le renseignement, un plan de covert action et de trucs un peu tordus, excusez-moi d'être vulgaire, mais ça foire une fois sur deux. Hein, quand on a un plan très cynique et très malicieux, manipulatoire, à un moment, enfin très souvent, ça foire. Donc on ne sait pas si ça va aboutir, mais dans les deux cas, je pense que on n'a jamais été aussi proche d'une solution globale de paix, et j'en veux pour preuve que qui contrôle les lieux saints dans le monde islamique? On oublie de le rappeler, c'est l'Arabie saoudite. Et avant même les Saouds, on appelle ça El Haramain. Et El Haramain, c'est les deux lieux saints des musulmans sunnites, mais c'est aussi des lieux saints pour les chiites. Et ces lieux saints sont tellement au-dessus de tout que l'idée des pays du Golfe, excepté le Qatar qui lui est frère musulman, les pays du Golfe en général, les monarchies du Golfe, considèrent Jérusalem comme quelque chose d'exagéré. C'est important dans C'est la l'islam. fameuse troisième ville des deux villes Et la saintes, on va dire. troisième ville, ça n'a jamais été la troisième. C'est une insulte au lieu saint. Enfin, pour les salafistes de type monarchiste, ce qu'on appelle salafistes monarchistes, c'est les wahhabites d'Arabie Saoudite. Pour eux, élever Jérusalem au même titre que les deux lieux saints en disant c'est le troisième, comme s'il y en avait trois, comme la Trinité. Non, pour eux, c'est quelque chose de carrément hérétique. Et aujourd'hui, Trump s'appuie sur le strict sunnisme, sur cette question qui a été soulevée en fait par les frères musulmans et l'Iran. Il faut savoir pour nos auditeurs que ceux qui ont exacerbé l'importance de Jérusalem, ça a été les nationalistes arabes laïcs au départ, puis ensuite l'Iran, le régime iranien avec El-Quds et les réseaux El-Quds, et ensuite, bien sûr, et en même temps, les frères musulmans. Trois mouvements qui sont considérés hérétiques par le sunnisme, je dirais, officiel. Trump compte donc beaucoup sur les Émirats et l'Arabie saoudite qui incarnent cette vision. Il y a deux lieux saints de l'islam, il n'y a pas un troisième au même Et niveau. ça ouvre des perspectives, finalement, aussi pour une paix entre Arabes et Israéliens par rapport à Jérusalem, notamment, à cette question de Jérusalem. Alors, et le deuxième levier, c'est que ceux qui ont mis en avant El-Quds, El-Aqsa, donc la sacrée et la lointaine, dont le Coran ne pose même pas de certitude géographique, ça qui est fou. Donc, on est totalement dans quelque chose de pas très, très concret. En plus, ceux qui ont mis en avant cette centralité fausse, hérétique pour les sunnites orthodoxes de Jérusalem, eh bien, ce sont les Iraniens qui sont l'ennemi absolu des sunnites. Donc, tout cela va quand même convaincre un certain nombre de pays sunnites à accepter une extension des accords d'Abraham. Et dans le nouveau profil qui a été annoncé ces derniers jours, l'administration américaine voudrait étendre les accords d'Abraham à des pays non arabes et redonner une importance énorme à l'Azerbaïdjan pour entraîner d'autres pays musulmans d'Asie centrale dans une sorte de volet 2 des accords d'Abraham élargis à des pays musulmans non arabes. Donc tout ça, ça offre beaucoup de perspectives. Et enfin, pour l'Ukraine, ce n'est pas que pour les Russes que c'est favorable. Car est-ce que l'Occident, et je reprends la thèse de Batior, la fameuse Batior qui a écrit sur Rabia et sur le califat, et c'est une thèse qui est de plus en plus aujourd'hui écoutée aux États-Unis, les choses parfois sont paradoxales. L'administration américaine est très pragmatique, business d'abord, my money back. L'intérêt des Américains, c'est vraiment le gouvernail. L'intérêt des Américains qui veulent dépenser moins pour les feignants européens qui ne dépensent pas assez pour leur effort militaire. Ça, c'est très important. Mais paradoxalement, à côté de cet extrême pragmatisme, il y a une dimension très importante
chez Monsieur J.D. Vance, chez Musk, même Musk, depuis quelque temps, il a beaucoup changé. Il est devenu une sorte de conservateur néo-chrétien. Trump, le grand pécheur lui-même, est de plus en plus proche des milieux chrétiens. Il y a un côté civilisationnel dans le Trumpisme qui dit, c'est un petit peu la thèse de Monsieur Huntington. Que disait Samuel Huntington dans son livre Le choc des civilisations? Les deux plus grands ennemis de la civilisation judéo-chrétienne occidentale, européenne, ce que vous voulez, c'est l'islamisme, car c'est un universalisme concurrent, théocratique, totalement hostile à l'universalisme occidental, et la Chine, qui, elle, est contre l'universalisme occidental pour d'autres raisons, parce que la Chine est totalement anti-universaliste. Et il appelait ça l'alliance islamo-confucéenne. Huntington avait dit, le Pakistan et la Chine vont se souder dans une alliance contre l'Inde et l'Occident, qui va être le laboratoire d'une alliance paradoxale entre le monde chinois et le monde islamisme, pas une vraie alliance, une convergence pour détruire l'Occident. Et M. Trump est persuadé, même si c'est un grand pêcheur, un voyou, tout ce que vous voulez, un businessman, un homme pragmatique qui se fout des idées, pas tant que ça, il a un côté civilisationnel. D'ailleurs, vous remarquerez, son entourage, les gens qui parlent autour de lui, ses idéologues de référence, tous ont cette idée qu'il faut séparer la Chine de la Russie. Sous Kissinger, le triangle kissingerien consistait à se mettre avec la Chine contre la Russie, puisque la Russie n'était pas judéo-chrétienne à l'époque, elle était communiste athée. Et donc, et en plus, elle était plus forte que la Chine. Mais maintenant que la Chine, c'est elle qui est la plus communiste et qui est la plus athée et qui est la plus antichrétienne et qui est la plus forte, capable de concurrencer les États-Unis, aujourd'hui, c'est l'intérêt même des Américains et des Occidentaux et des Européens, s'ils comprenaient mieux leurs intérêts, que d'arrêter la guerre avec les Russes pour recréer une solidarité pan-occidentale, pan-européenne, pan-occidentale, on l'appelle comme on veut, moi je dirais russo-euro-américaine. C'est complètement idéaliste pour l'instant, mais Trump va essayer de faire en sorte que les contentieux avec la Russie diminuent. Pourquoi je dis cela? C'est pas Munich. On nous dit souvent que c'est Munich. Non, le calcul de Trump, c'est de dire quoi? Si la Russie n'a pas envahi l'Ukraine pendant 30 ans, pourquoi l'a-t-elle fait une fois à partir des années 2014, la Crimée, et 2022? L'Ukraine a été envahie ou attaquée dangereusement, menacée existentiellement par la Russie lorsque l'Ukraine a voulu rentrer dans l'OTAN et a accueilli sur son sol des bases informelles, certes, mais des militaires et des armes américaines. Donc Trump se dit, tout ça c'est inutile, il suffisait qu'on ne mette pas notre nez dans le jardin des Russes en Ukraine, et peut-être qu'il n'y aurait même pas eu cette guerre qui était complètement inutile, puisque quand les judéo-chrétiens se battent entre eux, ça profite aux Turcs, ça profite aux Chinois, ça profite au monde multipolaire non occidental. Alors on peut dire c'est munichois, c'est dégueulasse, on peut dire tout ce qu'on veut, n'empêche que c'est le calcul stratégique de l'administration Trump, et on ne peut pas savoir si c'est le bon calcul. On le saura, à mon avis, à partir de juin, si effectivement les préoccupations de sécurité de la Russie sont prises en compte, comme l'a intelligemment dit M. Trump. On va savoir si les Russes ont menti. On va savoir si les Russes ont agi en Ukraine et en Géorgie depuis des années uniquement par réaction à l'extension des missiles, des antimissiles et des bases de l'OTAN et du traité de l'OTAN qui n'arrête pas de s'élargir, ou alors on verra si en fait Poutine n'a utilisé cela que comme prétexte et qu'il voulait déjà manger ses voisins quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je dis que la stratégie de Trump n'est pas une stratégie. On tâte, on tâtonne, on regarde, on fait des pas, c'est pas des concessions, c'est des pas. Si ça marche, eh bien on dira c'était la bonne stratégie. Si ça marche pas, 100% de taxes. C'est ça la stratégie Trump. Merci beaucoup, Alexandre Delval, pour nous avoir fait promener comme ça dans le monde et dans les concepts qui régissent les relations internationales et notamment cette nouvelle donne donc, que Donald Trump a introduit aujourd'hui dans le monde et comme on le voit qui laisse ouvertes toutes les possibilités, celle d'un monde sans doute bien meilleur, peut-être aussi que cette stratégie devra se heurter au réel et ne pas forcément porter les fruits qu'on imagine qu'elle peut porter. Merci en tout cas de nous avoir éclairés et Merci à merci vous. à Et tout tous. cela est expliqué dans mon livre Le choc global. Voilà, il faut rappeler ça effectivement, le choc global. Alexandre Delval, merci beaucoup. On retrouvera ça aussi dans la bibliothèque Mosaïque d'ailleurs que nous avons ouverte, Daniel Cacoun et moi-même, sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup
Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.